départementale 2021. Aujourd'hui, je suis en présence de Patricia Cassagne, bonjour. Bonjour. Et de Monsieur Alain Dudon. Bonjour. Alors, vous vous présentez, vous vous représentez, on peut même dire, à l'élection départementale, puisque vous êtes des conseillers sortants à l'heure d'aujourd'hui. C'est exact. C'est exact. Deux mandats pour ce qui me concerne. Donc, vous Et un visez un mandat troisième mandat. Et voilà. Et ça, c'est le un second. Un second mandat en tant que conseillère départementale. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de repartir, justement, de repostuler à ce poste? Eh bien, continuer mon engagement auprès de mes concitoyens, on va dire, par rapport au volet social qui représente 56% du budget départemental et étant en charge du volet social au sein de la communauté de communes des Grands Lacs. Voilà, on fera un peu le tour de vos fonctions, mais voilà, vous, qu'est-ce qui vous fait? Parce que vous pourriez vous dire, tiens, je vais aller profiter du soleil. J'avoue que je me suis posé la question. Mais ce qui m'importe le plus, c'est, vous voulez, que deux mandats dans l'opposition, c'est long. J'ai déjà fait cette expérience au niveau municipal avant de devenir maire. Et là, j'aimerais bien voir comment ça fait d'être dans la majorité au conseil départemental. Et c'est un peu ce qui m'anime en priorité. Alors, comme vous dites, vous êtes dans l'opposition, donc vous avez travaillé, vous avez porté des dossiers dans l'opposition. C'est moins facile pour les faire arriver que quand on est dans la majorité, ce qui est vraiment pour vous la chose que vous voulez aller jusqu'au bout là maintenant. Oui, enfin, il faut être plus persuasif quand on est dans l'opposition pour faire avancer certains dossiers, puisqu'il y a bien entendu une espèce de concurrence entre les cantons, selon par qui ils sont tenus, pour faire avancer certains dossiers. On a longuement évoqué pendant ce mandat le contournement de Dax qui a coûté cher, mais je dirais qu'il n'a pas aidé tout le reste du département. D'accord, donc une meilleure répartition peut aussi jouer dans ce cas-là. Exact. Alors, on va un peu vous présenter vite fait, puisque tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Alors, je vais commencer par madame. Vous êtes maire de Lue, voilà. Hein? Oui, je suis maire depuis 2014, mais j'ai commencé conseillère municipale en 1989. Alors, je le signale toujours parce que ça montre aussi que vous avez l'habitude du rouage administratif, du rouage de tous ces millefeuilles, comme souvent les gens pensent, parce que voilà, on a la mairie, vous êtes aussi vice-présidente de la communauté de communes du Grand Lac, qui est le canton auquel vous vous présentez. On est dans un cadre où la communauté de communes, c'est aussi le canton. Donc ça joue aussi, ça c'est important. C'est plus facile si c'est la même personne qui est aux différents étages. Oui, je pense concernant les dossiers, moi je suis, on va dire, plus impliquée dans le volet social. Nous avons, dans notre canton, nous avons un territoire très attractif. Mais néanmoins, cela va amener certains risques, on va dire, parce que nous avons un vieillissement de la population qui est annoncé. Et moi, le volet social m'interpelle plus particulièrement parce que concernant les aides à domicile, où nous avons un problème pour recruter ces aides à domicile. Il va falloir vraiment faire. Monsieur Dudon, alors vous, c'est un peu particulier puisque jusqu'ici, vous étiez maire, président de communauté de communes et conseiller départemental. Et là, vous allez partir, si les gens vous refont la confiance, pour un troisième mandat avec une spécificité, là, ce coup-ci. Oui, mais d'abord, j'aurai une disponibilité supplémentaire par rapport au fait que j'ai arrêté mes fonctions l'an passé, au moment des municipales. Mais il faut quand même préciser que ce canton, il a une particularité, c'est qu'il est à cheval sur deux communautés de communes. Et je dirais l'intérêt des élus par rapport au conseil départemental, il a tendance à se partager un petit peu en deux par rapport aux conseillers qui sont en fonction sur ce territoire. On a tendance plus à se tourner vers les présidents de communautés de communes, qui représentent quelque chose territorialement, plus que vers le conseiller départemental, qui lui a une autre fonction, notamment d'accompagner des dossiers qui intéressent bien entendu le territoire. C'est là où on va retrouver toujours ce mot compétence, parce que ce que les gens n'ont peut-être pas bien ou qui est peut-être compliqué à comprendre, c'est que les mairies ont des compétences, les communautés de communes ont des compétences, le département a des compétences, et c'est pas toujours évident de suivre qui doit faire quoi. Donc c'est un peu flou par moment.
C'est une des difficultés, au moins pour faire passer les messages. Alors il y a des messages extrêmement clairs. Le collège, c'est le département. Tout le monde le sait. Un EHPAD, le département est un intervenant, mais il n'est pas seul. Donc le département, sur la fonction sociale, a un rôle prédominant, mais dans beaucoup d'autres domaines sur lesquels il intervient, il est contributeur, il n'est pas acteur en premier. C'est-à-dire qu'il participe, il aide, il subventionne, mais il n'est pas acteur au premier rang. Il n'est pas le facteur déclenchant, si on peut dire. Exact. Alors, on parle du social parce que ça fait plusieurs fois que vous citez ce nom-là, parce que c'est déjà le budget le plus important du département et sa première compétence, si on peut dire. Et là, on est dans votre domaine. Le social, pour vous, c'est la base de l'action. Oui, tout à fait. Voilà, j'aimerais mettre l'accent plus particulièrement sur l'autisme, parce que voilà, nous peut-être privilégier des établissements, parce que il y a une carence d'établissements pouvant faire un accueil de jour pour les troubles de l'autisme. Également un projet de résidence autonomie, donc il y en a un qui a été déposé en 2017 sur la commune de Biscarrosse, peut-être développé un peu plus dans d'autres EHPAD, et également concernant l'accueil pour l'Alzheimer, peut-être parce que bon, le village Alzheimer, c'est une très belle réalisation, mais peut-être que dans chaque EHPAD, tous malheureusement ne sont pas encore, on va dire, c'est pas possible d'accueillir cette maladie. Donc mettre un accent un peu plus fort pour accueillir dans notre secteur des malades atteints d'Alzheimer. Parce que comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes vous avez une population qui est très attirée par la situation géographique et donc il faut en tenir compte. Il ne faut pas attendre qu'ils soient là et qu'on soit en saturation. Aujourd'hui, il y a vraiment des besoins qui vont s'amplifier à l'avenir à force d'être attrayants. Ah oui, voilà, parce que bon, il y a des jeunes, mais il y a également on va dire des jeunes retraités qui arrivent sur notre territoire. Et là, malheureusement, pour les années futures, il faut vraiment pouvoir anticiper l'aide à la personne, parce que bon, aussi, il faut retarder au plus tard l'entrée en établissement. Donc c'est vrai que garder les personnes à leur domicile le plus longtemps possible, voilà, c'est parfait. Mais en attendant, il faut pouvoir aider et les aidants aussi, qui ont leur rôle à jouer et pouvoir en fait que les gens puissent vieillir à domicile le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Alors, un autre volet du social qui est très important au niveau du département, c'est l'insertion. Alors ça, c'est vraiment un travail. On parle beaucoup du RSA. Ça, il faut y travailler dessus pour vous. Il y a à faire des choses. Alors là, oui. Pourquoi? Parce que le RSA, c'est une allocation que l'on a droit dans certains cas de figure où on n'a plus de travail, par exemple, et où on a des revenus insuffisants. Mais par contre, c'est un revenu de solidarité active. Il ne faut pas oublier le dernier mot, actif, c'est-à-dire de remettre les gens le pied à l'étrier. Et donc, ce que l'on proposera, nous, pour ceux qui pourront avoir des aptitudes à le faire, c'est de faire quelques heures, soit dans une collectivité, soit dans une association, pour des heures d'intérêt général, mais de manière à re-rentrer dans un milieu professionnel où il y a une activité, de manière à redonner goût aux gens et de ne pas rester simplement à toucher une allocation, mais plutôt de revenir vers une activité par le biais, je dirais, d'insertion dans un milieu qui le conditionne. On soutiendra aussi tout ce qui est atelier ou système d'insertion par l'économie. Alors par l'économie, ça veut dire ce sont des systèmes associatifs qui, je dirais, prennent des chantiers comme une entreprise dans des conditions un peu différentes et qui offrent, je dirais, des emplois dans des métiers pas très qualifiés, c'est pas le but, mais de manière à remettre les gens dans le milieu professionnel. Et petit à petit, on s'aperçoit que dans ces milieux-là, d'ateliers d'insertion, on remet les gens dans le milieu professionnel pour la plupart d'entre eux. Et aussi développer, là c'est une autre vue de l'insertion, le service à la personne. Patricia en a parlé, on a des besoins, il faut former des gens, on manque de personnel quand on veut recruter, donc c'est quand même un débouché dans lequel les gens peuvent réinsérer la vie professionnelle avec un niveau de formation qui n'est pas trop élevé,
mais il faut quand même être engagé, avoir une vocation. C'est ça qu'il faudra développer aussi. Voilà, pardon, excusez-moi, surtout une revalorisation du métier à domicile. Oui, parce que c'est un peu un paradoxe, c'est qu'il y a des métiers où tout le monde veut aller, et ils sont bouchés, et puis d'un autre côté, il y a des métiers qui sont en train de demander partout. Donc c'est vrai que là aussi, il y a une vraie jonction. Un éteur. Voilà, et c'est un moyen d'insertion sur un métier porteur. Un des métiers aussi où il y a besoin de pas mal de personnes, et on s'aperçoit qu'on y arrive, c'est le tourisme. Alors ça aussi, il faut travailler le tourisme parce que vous êtes vraiment dans une région qui est magnifique, mais il faut bosser. Oui, certes, notre territoire possède, on va dire, deux façades, une littorale et une intérieure du pays, et l'autre, la seconde intérieure du pays. Bon, je suis une ancienne, on va dire, gestionnaire d'un établissement labellisé Gîtes de France, donc je sais ce que représente le tourisme à l'intérieur des terres, hein, et du coup, il va falloir compléter davantage, on va dire, cette complémentarité, l'intérieur et le littoral, tout en mettant en valeur le patrimoine, la gastronomie, et puis également, bon, nous avons la chance aussi d'être limitrophes avec le parc régional, donc aussi c'est avec la Leyre, donc tout ça c'est des atouts à considérer. Alors, dans ces atouts, quand on veut aller de l'intérieur de la plage jusqu'à l'intérieur, on se retrouve qu'il faut prendre la voiture. Ça, c'est un grand débat aussi. Les voies douces, il y a tout un travail environnemental et sécuritaire en même temps à faire pour vous. Oui, alors de ce côté-là, je dirais en voie cyclable, notre territoire est quand même particulièrement bien développé. On a fait des kilomètres. Je dirais, Patricia va être concernée puisqu'il va y avoir une liaison entre Mimizan et Sabre pour le site de Marquez, en voie cyclable qui va traverser donc trois communautés de communes. Donc pour les voies douces, on a certainement du travail à faire en intra-urbain, mais je dirais le reste des liaisons est quand même bien avancé. Pour ce qui concerne les voiries, oui, là c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on touche à des époques estivales où il y a une fréquentation extrêmement élevée. Les voiries ou les structures routières ne sont pas faites pour un trafic de ce type. Et donc là, on a deux grands volets sur notre territoire. Celui d'arriver à Biscarrosse depuis Bordeaux, mais il faut passer par Sanguinet, donc des contournements de manière à fluidifier. Et puis aussi un autre domaine qui concerne notre canton, mais plutôt à l'est, c'est le trafic des poids lourds qui ne passe pas par la 65, mais par la 63, et qui après fait Sognac-et-Muret, Pissos, Mont-de-Marsan, sur une départementale, où évidemment les riverains contestent un peu ce trafic, et le département l'a fait aussi. Donc ça, ce sont deux dossiers sur lesquels on aura du travail à faire pendant le mandat prochain. Aussi, en ce moment, des dossiers qui apparaissent, il y a eu le Covid, tout le monde, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et on en profite. Le tourisme va vivre, on espère, un été très sympa. Mais derrière, il y a l'agriculture et l'eau qui viennent au cœur du problème. Donc, comment vous comptez parler d'agriculture au département ? Alors l'agriculture, en fait, voilà, il y a deux volets, donc l'agriculture et la forêt. Donc bon, il faudra respecter un bon équilibre entre bien tout ce qui est, comment dire, surface cultivée et surface défrichée, et puis replantation de la forêt qui a été anéantie avec la tempête Klaus. Oui, parce qu'on se rend compte qu'on parle toujours d'agriculture, mais que les Landes, c'est aussi la forêt. C'est vrai que c'est quand même assez régulièrement oublié, on dira. Pour vous, c'est important de remettre la forêt au cœur des discussions. Dans notre secteur, oui, ça paraît évident, parce que le massif forestier, il est quand même concentré sur la partie nord du département. C'est une forêt qui, pour sa majeure partie, n'est pas en libre évolution, mais c'est de la forêt cultivée. Alors évidemment, les tempêtes ont changé un peu les comportements. On laisse les arbres vieillir beaucoup moins. On a favorisé la trituration et la biomasse pour l'utilisation du bois. Il ne faudra pas oublier, je dirais, la transformation. Par contre, là, il faut des bois avec des caractéristiques mécaniques que l'on devra retrouver sur notre massif, de manière à pouvoir faire du bois de charpente ou du bois de construction. Donc ça, c'est un volet sur lequel on fera un effort particulier, parce que si on reste trop sur la même utilisation, et qu'un jour elle disparaît, après, il ne reste plus rien. Voilà, parce que c'est ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on a une sorte de monoculture au niveau des bois.
qui est toujours le même. Et en plus, ça ne permet pas les circuits courts qui sont quand même quelque chose que l'on pourrait faire sans aucun problème, même dans le bois. Alors je crois que dans le bois, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des bois suffisamment matures pour avoir des caractéristiques mécaniques pour faire de la construction avec, ce qui commence à être un défaut. Mais néanmoins, il y a des parcelles qui ne correspondent pas au bon développement du pin. Et là, peut-être aussi accentuer, et bon, il y a un travail qui est fait actuellement pour le bois énergie, parce que concernant les chaudières qui sont en train de se développer. Voilà, il y a, suivant comment dire, la nature du sol, c'est vrai que tout sol ne peut pas produire des gros pins, on va dire. Donc il faut trouver un bon équilibre. On va parler quelque chose qui est dans la continuité, parce que dans les forêts, on rencontre des chasseurs. C'est-à-dire que tradition, culture, c'est un moment important pour nous les Landais. Donc vous, la chasse, c'est pas question qu'on y touche. Ah oui, très attachée à la chasse. Bon, en plus, petite fille d'un grand chasseur dans le secteur de Sainte-Eulalie-en-Born, la chasse à l'alouette. Voilà. Moi, je soutiens totalement la Fédération des chasseurs parce que nous en avons besoin, que ce soit dans l'agriculture, dans la forêt, la culture avec les dégâts du gros gibier qui détériore qui détruisent les cultures, et quand vous avez une plantation de jeunes pins également les cerfs qui provoquent d'énormes dégâts. Oui, parce que là, on est sur le côté de la chasse, donc jamais personne ne parle. On a toujours cette caricature du mec qui tire sur le gibier, mais on ne se rend pas compte aussi qu'il y a de l'entretien, justement, et que ça permet de réguler la flore, la faune, les animaux, que c'est un vrai travail écologie, puisque c'est quelque chose, un mot qu'on n'arrête pas de donner, mais que les chasseurs sont peut-être dans les premiers écologiques. Oui, tout à fait. Et puis, il faut continuer à les soutenir, parce que malheureusement, la fédération est en manque on va dire, de moyens, enfin, comment dire, pour des licenciés, si je puis dire, enfin voilà, des chasseurs, d'adhérents, pardon, voilà. Oui, c'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une image, alors qu'il y a un travail de fond qui est quand même assez intéressant. Ouais. Ce qui nous pend au nez le jour où il n'y aura plus de chasseurs, c'est que pour réguler la faune sauvage, il faudra payer des gens, et c'est le contribuable qui le paiera, alors que pour le moment, ce sont les chasseurs et qui payent souvent une partie des dégâts et qui régulent la population. Si un jour il n'y a plus de chasseurs, c'est le contribuable qui devra prendre le relais. Prendre le relais avec des professionnels qui se feront payer à ce moment-là. Alors justement, la chasse, c'est tout de suite la sécurité, parce que il y a toujours un accident qui devient le fait d'armes. Là, la sécurité chez vous, c'est aussi un volet important, parce qu'il faut vraiment qu'on fasse attention. Et on va parler, par exemple, de la sécurité scolaire. Il faut vraiment avoir un travail de base. Alors, bon, on ne va pas se voiler la face, et on sait très bien comment évolue la sécurité ou l'insécurité dans notre pays. C'est longtemps resté un sujet tabou. Aujourd'hui, tout le monde veut le prendre à bras le corps, parce que les images que l'on nous envoie dans notre poste de télévision sont souvent sur des scènes de violence ou des scènes qu'on n'a pas envie de voir chez nous. Alors les Landes sont quand même relativement protégées, on va dire, mais on n'est pas exempt, je dirais, de tout ce qui peut se passer ailleurs. Les milieux scolaires, puisque je dirais, la délinquance, là où elle nous pose de gros problèmes, c'est plutôt entre 13 et 15 ans aujourd'hui, l'âge où ça commence à bien baisser. Donc on est au collège, et donc là je pense qu'il y a quand même pas mal de prévention à faire, que ce soit dans les établissements, aux abords des établissements ou dans les transports scolaires. Il y a aussi dans un autre volet la cybersécurité. Alors là, c'est plus, on sait très bien ce qu'on arrive à faire par les réseaux sociaux sur la psychologie des gens. Les jeunes collégiens sont aussi vulnérables à ce jeu-là. Et donc, il faut aussi imaginer des zones de protection lorsqu'ils utilisent ces outils, au moins dans le cadre scolaire. Après, c'est la responsabilité de la famille. Mais on a quand même pas mal de choses à appréhender, qui sont des choses nouvelles, où on a du mal un peu à réagir, mais il ne faut pas rester sans réagir. Dans les choses aussi, un système qu'on a, nous, c'est le SDIS qui est dans la sécurité, qui surveille les forêts, qui intervient dès qu'il y a des problèmes. Pour vous, le SDIS, il faut adapter les moyens. Alors, oui. D'abord, l'historique du SDIS était basé sur la défense contre l'incendie, dans notre cher massif forestier.
Aujourd'hui, je dirais, les interventions du SDIS, c'est plutôt 80% de secours à la personne. Et tout ça, c'est parce que la population a augmenté. Cette population continue à croître, avec des répartitions parfaitement inégales sur le territoire, avec l'effet de la saisonnalité, c'est-à-dire beaucoup de monde pendant la saison estivale sur la côte. Et donc tout ça, ça demande des moyens qui existent, mais qu'il faut en permanence adapter, et dans ces missions, à partir des moyens qu'on met à disposition, alors que des moyens matériels, mais aussi des moyens humains, avec des niveaux de formation qui sont de plus en plus élevés, parce qu'on demande de plus en plus de choses aux pompiers. Et puis, je pousse la discussion sur la sécurité jusqu'au bout, même si dans les Landes, c'est peut-être pas le département en référence, mais les pompiers sont aussi des gens qui se font attaquer dans certaines de leurs interventions. Et donc ça, on ne peut pas rester non plus insensible. Et comme c'est un service qui est à la charge du département, ben voilà, un certain nombre d'angles sur lesquels il faudra agir vis-à-vis de cette structure importante pour le département et sa population. On arrive à la fin de cet entretien, on a fait un peu le tour de tous les sujets de fond. Je vais juste un dernier, on a parlé rapidement de la chasse, de la tradition. Aujourd'hui, pour vous, on parle de toute cette évolution. Garder nos traditions, c'est vraiment quelque chose d'important. Oui, alors il y a un mouvement qui n'a pas fait une très grosse vague, mais qui a été quand même une réaction de la population landaise vis-à-vis de toutes les atteintes à notre culture, qu'elles soient gastronomiques, tauromachiques, la chasse, tout ce qu'on voudra, le folklore, etc. C'est Esprit du Sud 40, qui est un mouvement de la défense de tout ce qui concerne notre culture. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être développer pour signaler qu'on est fier d'être landais. Moi, j'y suis né et je revendique mes origines. Et ça sera quelque chose d'important aussi, parce qu'on s'aperçoit que tant que les gens ne sont pas raccrochés à un territoire ou à quelque chose où il y a un degré d'appartenance, je dirais, il manque quelque chose à la personnalité. Alors, on arrive à la fin de ce petit tour d'horizon de ce que vous voulez défendre si demain vous êtes élu. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui passent sur ce plateau. Le 20 juin, il faut aller voter. Bon, ça déjà, il y a 5 listes sur votre canton. Il faut aller voter, je vais dire, quelle que soit la liste. Bon, bien entendu, vous allez préférer qu'on vote pour la vôtre. C'est le but de la manœuvre. Donc, pourquoi demain, le 20 juin, je suis devant ces 5 listes, je dois prendre la vôtre plutôt qu'une des 4 autres? Alors, voilà. Moi, j'ai décidé de poursuivre cet engagement déjà auprès d'Alain Dudon, parce qu'en tant qu'il a été président de la communauté de communes des Grands Lacs, il a su fédérer toutes les communes, y compris les petites communes. Je suis maire d'une petite commune et je continuerai à défendre les petites communes. Également, ces 6 années passées au sein du conseil départemental m'ont permis d'appréhender toutes les, on va dire, les fonctions du département dans tous les domaines. Et je souhaiterais continuer à travailler sur le volet social. Je souhaite également faire partie d'une majorité au sein du département. Vous, M. Dudon, pourquoi vous êtes reparti et pourquoi les gens doivent voter pour vous? Alors pourquoi ils doivent voter pour nous? D'abord, je vais me mettre sous l'angle politique. Celui-là, on évite d'en parler. Je ne sais pas pourquoi, parce que la politique, pour moi, c'est quelque chose de noble quand elle est pratiquée de la bonne manière. Donc nous, on est dans un angle ni majorité départementale, puisqu'on était dans leur opposition, ni majorité présidentielle, puisqu'on a quitté le groupe Couleur Land. Donc ça clarifie les choses. Et en plus de ça, on est bien entendu, comme tous les binômes qui se présenteront avec nous, dans un angle de candidats qui sont ancrés dans leur territoire. Moi, je suis né dans la ville dans laquelle je réside. Maintenant, je vous l'ai dit, depuis l'année dernière, je suis beaucoup plus disponible. Donc, c'est ça aussi à offrir aux habitants du canton, une disponibilité et aussi, je dirais, une connaissance de mon territoire et de la gestion des collectivités pour une commune, une communauté de communes, voire un conseil départemental dans lequel je siège depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, je pense que ce sont des atouts
qui, tant que j'aurai la santé, me permettra de me mettre au service de mes concitoyens, à un autre niveau, certes, mais avec la connaissance que j'ai acquise auprès d'eux pendant plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau pendant cette campagne. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir. À bientôt.